Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent bien sûr notre région. Notre dossier du jour est consacré au vélo à Paris et en Ile-de-France. Cet été, les usagers Vélib ont découvert une modification des conditions d'accès aux services de la ville et notamment une hausse de la grille tarifaire. Si l'objectif est d'enrayer la détérioration du service, les conséquences sont là pour de nombreux usagers qui ne s'y retrouvent plus et y préfèrent d'autres formules comme des abonnements mensuels aux services par exemple de la région ou à des plateformes privées. Effet pervers donc pour la ville qui ne cesse de faire du vélo une priorité et un élément constitutif de sa politique de lutte contre la voiture. On va faire le point sur le sujet en plateau et on va répondre à toutes vos questions. On sait qu'elles sont nombreuses. De la culture et ce festival qui célèbre Paris ce week-end en valorisant le patrimoine culturel immatériel de la ville des Lumières. On en parle tout à l'heure dans l'entretien culture, de l'art de vivre enfin et des bureaux d'exception censés booster notre créativité, notre productivité et notre bien-être. Le bureau de demain vous rendra-t-il plus heureux? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question. Anne Hidalgo avait été très claire, les voitures ne sont plus les bienvenues, le vélo est roi et le piéton doit être sanctuarisé. Elle l'a d'ailleurs rappelé dans ses vœux. On était au tout début de l'année 2025. On écoute la maire de Paris. 10 ans après la COP21, la COP de Paris, l'urgence climatique nous oblige et Paris contribuera et continuera à se battre contre le réchauffement climatique. Cette année encore, nous rendrons toujours plus d'espace aux piétons et aux vélos, que ce soit sur le pont d'Iéna, sur la place de la Concorde. Et depuis, les complications se sont enchaînées. Pistes cyclables non livrées, services de la ville défaillants, augmentation de la tarification et les usagers perdent les pédales. On va en parler avec Thibaut Deléa, journaliste Le Figaro Économie. Merci beaucoup d'être avec nous. Thibaut, vous avez évidemment suivi le sujet. Agnès Presberg, directrice générale du développement de Véligo et en visio avec nous. François Gatineau, vous êtes président et fondateur de Mobilise, le cabinet de conseil pour la décarbonation des mobilités en ville. Ça a été un petit séisme cet été, Thibaut Deléas, pour les usagers de Vélib, avec la hausse inattendue de la tarification du service de la ville de Paris et sa série d'incompréhensions. On va voir quelques réactions d'usagers Vélib. Globalement, on sait ce que ça donne, hein. Les gens n'étaient pas contents. Les usagers ont été surpris aussi d'un manque de lisibilité, finalement, d'un certain nombre d'éléments qui ont été présentés. On peut dire que le service était considérablement détérioré ces derniers mois. Alors, c'est sûr que ça arrive à un très mauvais moment. Une hausse de tarif, c'est jamais quelque chose qui est bien vécu par les usagers. On aime rarement payer plus cher quelque chose qu'on avait l'habitude de payer à un certain prix. Là, le timing est effectivement pas forcément bon, même si c'est un peu ce qui a déclenché cette hausse de tarif. C'est en tout cas, Vélib, que ce soit le syndicat qui gère le service et l'exploitant, ont amené cette hausse de tarifs en les expliquant par le fait que ça les aiderait à rendre le service plus robuste, ça réglerait quelques problèmes. Le fait est que ça arrivait à un moment où le service était déjà très dégradé au début de l'été. Donc pour les usagers, c'est vraiment une pilule difficile à avaler, et d'autant plus qu'au-delà d'une simple hausse de tarifs, on a aussi changé les conditions en fait, des abonnements, et donc il y a des avantages qui existaient avant qui ne sont même pas plus chers, juste qui disparaissent, notamment avec l'abonnement Vélib, Vmax, qui était l'abonnement le plus cher et qui permettait notamment d'avoir chaque jour 2 courses de 45 minutes gratuites en Vélib électrique. Et qui ne le sont plus, 50 centimes pour chacune d'entre elles avant de passer à 2 € pour les suivantes. Voilà. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement et que dès qu'on prend un Vélib électrique, il est tout le temps facturé, certes moins cher que si on ne payait pas l'abonnement. Donc on perd cette logique d'abonnement finalement aussi. On la conserve pour le Vélib mécanique, qui représente à peu près 60% du parc quand même de Vélib, mais qui ne sont pas les plus utilisés, et c'est un des problèmes que rencontre Vélib, où là on conserve c'est le début de chaque course pour le coup, et n'est même pas limité dans la journée. Le début de chaque course est gratuit, et on paye ensuite si on dépasse cette durée-là. François Gatineau, est-ce que c'est essentiel pour une ville qui aujourd'hui présente des enjeux importants en matière d'écologie, de réduction de notre empreinte carbone, de proposer un service de la ville qui fonctionne bien, dont les usagers sont satisfaits, indépendamment même du prix. On y reviendra, le prix a toujours été relativement faible, il l'est toujours aujourd'hui. On va revenir néanmoins sur certaines conditions d'abonnement, mais plutôt sur finalement l'ADN et ce que ça dit de la politique de nos villes. Dans les temps actuels, pour pouvoir décarboner nos mobilités qui représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre en France,
On n'a pas le choix, il faut privilégier les transports en commun, il faut privilégier le vélo, les modes actifs comme la marche, la course, ça c'est essentiel. On parle aussi de décarboner nos véhicules avec des véhicules qui sont moins émetteurs, mais c'est un ensemble et cet ensemble doit rester cohérent. Et effectivement, il y a un grand parti pris qui a été pris pour le vélo, on voit que ça marche super bien en ville, donc il faut pouvoir continuer à le faire dans des conditions hyper satisfaisantes qui bénéficient à tous les autres et qui nuit à aucun des espaces que j'ai décrits précédemment. Une réaction également de votre côté, Agnès Presberg. On va expliquer aussi ce qu'est Véligo. Alors Vélib, c'est côté Ville de Paris. Véligo, c'est côté région Île-de-France. Vous n'avez pas fait le choix de ces bornes finalement, avec un esprit de libre service, des abonnements qui sont aussi plus flexibles pour les touristes. Vous avez choisi de proposer aux Parisiens, aux Franciliens, des abonnements mensuels ou annuels dont on est finalement propriétaire sur une durée plus ou moins longue de son vélo. Absolument. Véligo Location a été lancé par Île-de-France Mobilité pour aider en fait les Franciliens qui souhaitaient adopter le vélo comme mode de transport au quotidien à passer le pas. Voilà, les Franciliens pouvaient se poser des questions. Est-ce que ça me convient? Est-ce que les trajets sont pas trop longs? Dans quel état je vais arriver au bureau? Comment je vais passer l'hiver, etc. Donc l'idée, c'était de proposer un vélo pendant 6 mois, reconductible une fois pour arriver jusqu'à 9 mois, ce qui permet vraiment de traverser les saisons, pour un abonnement mensuel de 40 € par mois et de proposer toute une gamme de services autour, bien sûr une assurance, mais aussi des accessoires comme casque, sacoche, chargeur de batterie. Pour être équipé totalement. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire que quand vous avez un problème avec votre Véligo, ce qui peut quand même toujours arriver sur une période aussi longue, vous avez un service de maintenance qui intervient à votre domicile ou à l'adresse si le vélo est immobilisé. Donc, on est dans cette logique, finalement, d'habituer Parisiens et Franciliens à l'usage du vélo et de voir si c'est compatible ou non avec leur mode de vie, dans l'idée que ça devienne durable. Exactement. C'est l'objectif de Véligo Location, c'est effectivement que derrière, l'essai soit transformé et que les Franciliens... Donc, en achat? Alors, en achat ou autre. Finalement, aujourd'hui, on voit qu'il peut y avoir d'autres solutions. Aujourd'hui, on a 75% à peu près de nos clients, depuis le lancement, qui poursuivent l'expérience à vélo, qui continuent à utiliser un vélo essentiellement pour aller travailler, mais pas que, également pour leurs courses au quotidien, leurs loisirs ou le week-end. Et donc derrière, ils sont la moitié à peu près achètent leur vélo, mais d'autres vont choisir d'autres services de location. Est-ce que c'est des plateformes concurrentes? Je pense à ces plateformes comme Swapfit par exemple ou d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a Dance, il y a Ride qui proposent de la location mensuelle de oui et non. Oui, parce qu'on propose d'une certaine façon le même service, mais non parce que nous on est plutôt le premier. L'accélérateur. L'accélérateur. On est le premier. On est pour la premier coup de pédale. Le premier coup de pédale. Voilà, très bonne expression. Et puis derrière, on a un peu plus de 10% de nos clients qui vont continuer sur ces plateformes. Après, Véligo Location a des spécificités que n'ont pas les autres. Déjà, nous, on est disponible dans l'ensemble de l'Île-de-France, ce qui n'est pas du tout le cas de ces opérateurs. Et puis également, c'est un service d'Île-de-France Mobilité, donc remboursable à 50% par l'employeur, avec des conditions tarifaires intéressantes, etc. Thibaut Deléas, sur Vélib, on est sur une utilisation qui est complètement différente et qui explique aussi la dégradation du service. C'est de l'usage minute. Hein. C'est je prends un Vélib dans une borne parisienne, je le laisse 500-600 mètres, 2 kilomètres plus loin. Et finalement, ça vient abîmer, ça vient détériorer le parc, on le sait. Oui, les deux services sont complètement complémentaires puisque Vélib, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est un usage un peu à la base de dépannage. Donc de saut de puce. Et qui l'est encore plus dans ce sens-là aujourd'hui parce que l'usage du vélo s'est développé. Beaucoup de gens, soit en passant par Véligo au début ou après, ont acheté leur propre vélo et donc ont l'habitude de se déplacer à vélo. Mais il y en a beaucoup qui conservent d'ailleurs un abonnement Vélib parce que ça permet, donc pour ce dépannage-là, de se dire là, je vais parce que je sais que je vais boire un verre avec des amis et rejoindre quelqu'un, mais ensuite je sais que je ne rentrerai pas forcément au même endroit, donc j'ai pas envie de trimballer mon vélo de bar en bar, ou alors je sais que je vais quelque part avec quelqu'un qui ne prend pas de vélo, donc on va y aller en métro. Donc dans l'usage finalement de Vélib, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin. Ensuite, le système par contre est complètement différent. On a déjà tout ce système qui est extrêmement lourd de stations avec des bornes,
Tout ça, c'est des travaux à faire à chaque fois qu'on installe une station. Il faut les brancher. On l'a vu quand il y a eu le changement d'opérateur en 2018. Ça leur a pris, à Smovengo, qui est l'exploitant actuel, ça leur a pris des mois à installer les nouvelles stations. Le service a été dégradé pendant très longtemps, au-delà de toutes les autres difficultés qu'ils avaient eues. Et effectivement, ça fait que ces vélos-là sont sursollicités parce que, comme ils sont en libre service et qu'on ne les utilise que 20, 30, 40 minutes, en fait, dans une journée, un vélo, il roule beaucoup plus. Il passe de bras en bras, en effet, oui. Et il passe de main en main. Et il y a aussi ce problème qu'on a souvent, c'est que quand ce n'est pas de nos affaires, on a tendance à y faire un peu moins attention, qui est un peu la même chose que quand on est dans une location, un appartement qui n'est pas le sien, où on va avoir tendance à faire moins attention que si on était chez soi. Donc derrière cette augmentation tarifaire, est-ce qu'il y a une volonté de responsabiliser, puisque finalement ça ne changera pas grand-chose à l'usage qu'on en fera si on prend l'abonnement, le forfait mensuel V+, qui connaîtra une augmentation, qui connaît déjà une augmentation de 38%, on passe de 3,10 € à 4,30 €. Oui, il y a une augmentation pour le porte-monnaie de ceux qui nous écoutent, pour les Parisiens, les Franciliens, mais derrière, est-ce que ça nous responsabilise ? Je pense que vu le montant de la hausse qui n'est pas non plus extrême, même si là, pour l'abonnement V+, en question, c'est plus 39%, même s'il n'avait pas augmenté depuis très très longtemps, je crois presque depuis le changement d'opérateur, il était à ce prix-là. Je me souviens, pour tout vous dire, d'avoir posé la question au président de Smovengo et de lui avoir dit « mais en fait, vous n'êtes pas assez cher ». Si on se parle franchement, au départ, vous n'étiez pas assez cher. Est-ce que le service n'a pas commencé sur la bonne base tarifaire ? Ça reste un service qui est subventionné par la ville. Alors, c'est pas que la ville, c'est même plusieurs communes du Grand Paris maintenant dans cette nouvelle mouture qui sont associées. Oui, parce qu'il y a des bornes Vélib qui sont en dehors de Paris. Il y a des bornes ailleurs en petite couronne, mais ça reste normalement un service public. C'est pas un opérateur privé comme on a avec les vélos en free floating qui sont un peu un système similaire, si ce n'est qu'il n'y a pas de borne et que les vélos sont posés un peu là où on veut. Maintenant, c'est un peu plus balisé sur des places de parking. Mais là, on est presque sur 3 € la course. Et voilà, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Là, c'est quand même quelque chose qui est censé rendre ça accessible comme un service public. Là, les hausses de tarifs, elles ont surtout pour but d'essayer de changer un peu l'usage qui est fait de ces Vélib, et notamment la fin des courses gratuites en Vélib électrique, même pour l'abonnement. Donc ça, c'est pour l'abonnement VMAX. Voilà, c'est parce que ces vélos électriques, les Vélib électriques sont beaucoup plus utilisés. Ils sont moins nombreux en proportion dans le parc. On dit c'est à peu près 60 à 40%. Mais tous ceux qui ont l'abonnement VMAX. Et la plupart, en fait, prenaient les Vélib électriques. Ils ont un taux d'usage qui est beaucoup plus important. Et donc, ils tombent beaucoup plus rapidement en panne. C'est beaucoup plus compliqué en plus à maintenir parce qu'il y a la batterie, il faut que la batterie soit chargée. C'est très souvent, quand on a l'habitude de prendre un Vélib électrique, qu'on se retrouve avec un Vélib qui, en fait, en plein milieu, la batterie tombe à plat, ou en fait, il faut finir par pédaler alors qu'on a payé la course plus chère. Donc, c'est des Vélib qui sont très, très compliqués. Moi, je me demande comment ils vont gérer cette partie-là, surtout. Et très usagés. C'est-à-dire, on va payer donc sa course 50 centimes, puis 2 € à partir de la 3e. Comment ça se passe si on a un Vélib électrique qui ne fonctionne pas, comme ça a été le cas pendant ces derniers mois et pendant de nombreuses semaines. C'est déjà le cas aujourd'hui quand on paye son trajet en Vélib électrique. Il faut après aller voir le service client et se plaindre ou le reposer quelque part, en reprendre un nouveau. Mais c'est quand même beaucoup de lourdeurs qui sont un peu antinomiques au but du service, qui est de faire du dépannage et d'offrir un service assez rapide. De la même manière qu'un des avantages qui a été avancé, un des rares nouveaux avantages qui a accompagné la hausse tarifaire, c'est que désormais, si vous rendez votre Vélib et qu'en fait la station que vous voulez le rendre est complète et que toutes les stations autour de vous sont complètes. Également, vous disposez de 15 minutes de plus. Avoir 15 minutes gratuites, mais il faut appeler le service client pour dire qu'on est Bon, ils sont assez réactifs, par ailleurs, on dit beaucoup de choses. Ils sont assez réactifs, mais ça prend quand même du temps. Bien sûr. Et on s'éloigne quand même de l'usage très simple du service qui, normalement, rend ça attractif. Avec quel œil est-ce que vous voyez le service Vélib évoluer, Agnès Presberg ? Vous savez, on est des services différents. Le libre-service, comme le disait Thibault, répond à des usages différents. C'est aussi un très bon moyen de commencer à faire du vélo, dans Paris, là, parce que vraiment c'est Paris et Petite Couronne, de voir si on est à l'aise, etc. Donc on a beaucoup de nos clients. On a à peu près un client sur 2 qui disait faire du vélo avant de passer à Véligo Location. Et parmi un client sur 2, certains, effectivement, c'était leur vélo, mais souvent c'était un Vélib. Une réaction d'un usager abonné VMAX, ce sont les fameux usagers concernés par cet abonnement qui ne disposent plus des 2 premières courses gratuites et qui passent donc à 50 centimes l'unité. Je prends le Vélib électrique quasiment tous les jours, nous dit Amil. Ça fait 1 € par jour, donc 30 € par mois. Je paye un abonnement dans les transports 21 € avec une réduction. Donc c'est mieux pour moi de prendre les transports en commun. Et là, je vais me tourner vers vous, François Gatineau. Finalement, si le service proposé par la ville pour disposer d'un vélo en libre service devient plus cher
que certains modes de transport alternatifs, comme par exemple les transports en commun, pour certains reprendre la voiture ou un scooter électrique. Qu'est-ce que ça va donner finalement? On va perdre cet usage du vélo, il va diminuer dans nos villes? Je ne pense pas qu'il va diminuer directement, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, ce sont des usages complémentaires, on est dans la multimodalité. Il faut voir quand même qu'avec le forfait mobilité durable qui est maintenant disponible et qui est exonéré de cotisation, on peut aller, grâce à l'employeur peut aider jusqu'à financer 50 € par mois sur ce forfait mobilité durable, et ça peut même faire plus si on incorpore la prise en charge des transports en commun. Donc tout ça reste assez complémentaire. On est encore avec Vélib dans des idées de tarifs qui sont raisonnables, même si on voit qu'il y a des désagréments par les courses et elles ne sont pas forcément toujours au niveau de l'expérience utilisateur recherchée. C'est surtout ça en fait le problème, c'est l'expérience utilisateur qui fait que ça peut décevoir les futurs usagers. Thibaut Délias, je vous ai vu réagir au moment où on a parlé de l'expérience utilisateur. C'est effectivement ça, sur l'expérience utilisateur qui est primordial, je dirais, sur le prix, même si le fait que l'offre reste accessible reste important, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer beaucoup plus cher. Mais quel que soit le prix qu'on paye, quand on paye un service, on a envie qu'il fonctionne. Et l'état dans lequel était le service Vélib ces derniers mois et l'été, même si là ça a tendance à aller un peu mieux, c'est quelque chose qui donne juste envie aux gens de ne plus être là. Beaucoup de gens sont prêts à payer un peu plus cher pour que ça marche. Et on le voit d'ailleurs, un des signes de ça, c'est que tous ces vélos en free floating dont on a parlé de marques concurrentes, donc d'opérateurs privés, Lime, Dot et bientôt Voy, marchent très très bien, alors qu'on est sur des tarifs qui sont, ce que vous le disiez, le prix d'une course est souvent beaucoup plus élevé que le seul abonnement mensuel de Vélib. Et pourtant ça marche parce que ce sont beaucoup de gens qui se sont tournés vers ces options-là, parce que, peut-être pour beaucoup de raisons autres aussi, mais parce qu'à certains moments, Vélib marchait très très mal. Et c'était aussi le cas déjà en 2018 quand il y a eu le changement d'opérateur, et que beaucoup d'habitués de la première offre Vélib qui était exploitée par JC Deco à l'époque n'avaient pas du tout apprécié la nouvelle façon de faire. Et les premiers mois catastrophiques, ils s'étaient tournés vers d'autres offres différentes. Sylvain Réfaux nous rassure en nous disant que Smovengo a commandé 20 camions supplémentaires pour passer de 30 à 50 camions et donc fluidifier aussi le dispatchement des vélos et des flottes, puisqu'on sait que c'était aussi un des problèmes des flottes pleines à craquer dans certaines bornes et à l'inverse des bornes complètement vides selon les arrondissements. J'ai compris que vous n'étiez pas en concurrence, que c'était deux services différents et opérés par deux entités différentes, mais ça reste une aubaine pour Véligo. Finalement, vous allez vous positionner en force. Est-ce qu'il y a finalement plus de demandes que l'an passé à la même date, suite notamment à cette hausse de la grille tarifaire? Alors, le mois de septembre, enfin la dernière semaine d'août et le mois de septembre sont nos mois de souscription les plus forts. Hein, les franciliens rentrent de vacances, ils prennent des bonnes résolutions pour la rentrée. Et puis comme on est sur des abonnements aussi de 6 ou 9 mois, ça permet effectivement d'avoir un abonnement qui va courir sur toute l'année. Donc oui, les souscriptions ont très bien repris sur cette dernière semaine d'août et depuis ces 2 premiers jours de septembre. Je serais incapable de vous dire si c'est lié à la hausse de tarifs de Vélib. Une réaction de Thibaut Délias sur le service Véligo et puis ces plateformes dont on a commencé à parler, qui se positionnent finalement sur cette location de vélos, notamment électriques. Je pense à Swapfish, je pense à Lowy, je pense à Ride, je pense à Dance. Est-ce que c'est une opportunité pour les Parisiens, pour les Franciliens, de se doter d'un vélo électrique et donc derrière d'adopter des mobilités plus durables? Oui, forcément. Je ne pense pas forcément que, comme on le disait, c'est des offres complémentaires. Donc je ne pense pas que les difficultés que rencontre Vélib et les hausses de tarifs vont forcément faire baisser la pratique du vélo. On voit qu'il y a une multitude d'offres aujourd'hui, de Véligo, ces plateformes-là privées, de la location longue durée, de la location courte durée, du vélo minute. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des aides à l'achat de vélo ensuite quand on veut passer à temps plein avec son vélo. Donc, on pourra les rappeler aussi, les aides à l'achat. Je pense que c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous écoutent. Il y a vraiment énormément de solutions. Donc de toute façon, les gens finiront toujours par y trouver leur compte. C'est juste qu'effectivement, c'est dommage qu'en ce moment, Vélib soit un petit peu en souffrance. Donc ils essayent de redresser la barre parce que c'est quand même un service qui est intéressant, qui était pionnier et qui offre encore des opportunités différentes
par rapport aux autres plateformes. Alors globalement, on est sur des offres autour de, vous parliez de 40 € par mois. Chez Swapfit, le Wheel, RideDance, on est à 50, parfois 60 € si on complète avec l'assurance intégrale et certaines options. On rappelle que l'employeur peut prendre en charge jusqu'à 50% des frais de transport. Donc ça reste assez raisonnable pour les Parisiens, pour les Franciliens qui nous écoutent. Est-ce que finalement, quand on fait le calcul sur du long terme, c'est pas mieux d'acheter un vélo électrique quand on est déjà convaincu? Par exemple, on a essayé le service Véligo pendant plusieurs mois et on peut passer à l'achat. Vous avez parlé de ces aides. C'est toujours mieux d'acheter. Dans la vie, de manière générale, on fait toujours une meilleure affaire quand on fait l'investissement soi-même pour l'acheter à long terme que si on loue. Alors certes, il faut prendre à sa charge. Par exemple, dans Véligo, ça fait partie de la location. Donc là, il faut prendre à sa charge quand on achète les réparations, l'entretien du vélo. Mais la somme reste beaucoup plus abordable. D'autant plus qu'on en a parlé, il y a des aides qui existent. Donc en Ile-de-France, il y a les aides pour la ville. Par exemple, à Paris, il y a une aide qui a été beaucoup restreinte par rapport à il y a quelques années. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est plutôt sur condition de revenus, parce que ça reste c'est de l'argent public. Donc normalement, on ne distribue pas ça comme ça par les fenêtres. D'autant plus que les finances de la mairie de Paris ne sont pas toujours en très bonne santé. Et donc le but, ça reste, comme toutes les aides, de privilégier les personnes qui ont plus besoin, donc les personnes qui ont moins de revenus. Il y a aussi des aides au niveau de la région, du coup, une fois qu'on décide de passer de Véligo. Quel est le montant de ces aides ? Alors, c'est des aides d'Île-de-France Mobilité et elles ne sont pas réservées aux personnes qui ont loué un Véligo location. Elles sont réservées aux Franciliens C'est gentil de le préciser. qui veulent acheter un vélo. Alors ça dépend si c'est un vélo assistance électrique, si c'est un vélo cargo, si c'est un vélo reconditionné. Alors prenons un vélo électrique c'est 400 classique. 400 €. 400 € d'aide sur l'achat d'un vélo pour une tarification moyenne. Est-ce qu'on a une idée pour ceux qui nous écoutent ? Ça dépend beaucoup, du type de vélo, du modèle, de la qualité que vous achetez. Parce que si vous allez à Decathlon jusqu'au vélo un vélo de gamme, type Véligo location, c'est entre 2 000 et 3 000 €. Entre 2 000 et 3 000 €. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur l'investissement à la base du vélo et sur l'entretien derrière, ça coûte toujours beaucoup moins cher que d'avoir une voiture et d'avoir à entretenir la voiture et d'avoir à payer les assurances, l'essence. Le calcul est assez vite fait en général. François Gatineau, est-ce que c'est important de continuer à subventionner l'aide à l'achat, l'aide à la location de ces mobilités douces pour améliorer la décarbonation de nos villes ? Alors moi, je ne suis pas un fin partisan des subventions parce que ça a souvent des mécanismes pervers où ça fait augmenter les prix de vente des vélos, notamment un vélo à assistance électrique, mais ça donne un coup de pouce. Donc de toute façon, il faut toujours commencer par là, mais il faut surtout aussi expliquer que ça ne durera pas et que ça diminuera et qu'on peut toujours trouver des vélos directement à l'achat soi-même. Effectivement, vous parliez de tarifs tout à l'heure, on est sur 2 000, 3 000 € un véhicule à assistance électrique neuf. C'est équivalent à peu près à 3 ans de location. Il y a aussi certains acteurs maintenant, des distributeurs de matériel de vélo, qui font de la location avec option d'achat. Donc comme on a finalement pour les véhicules type voiture. Donc là, ça peut être intéressant parce que ça peut être aussi un élément qui se dit, j'essaye le vélo, je vois si c'est adapté à ma vie, si ça me rend vraiment service, et après je bascule. C'est aussi des méthodes qui peuvent être intéressantes. J'aimerais qu'on termine par un point sur le plan vélo et les pistes cyclables qui sont non livrées. Je suis désolée, je reste un peu pessimiste. 137 km de pistes cyclables sur les 260 prévues et envisagées par ce plan vélo de la métropole du Grand Paris. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va réussir à développer ce réseau de pistes cyclables pour qu'il réponde aussi à ses besoins, à ses envies et derrière à ces Parisiens, ces Franciliens qui s'équipent ? Alors il faut quand même regarder de là où on vient, même si... on vient de loin. On vient de très très loin. Et il y a eu une très forte accélération de la construction de pistes cyclables ces dernières années, notamment depuis le Covid, parce qu'on se rappelle à la sortie du confinement, comme il y avait cet attrait pour le vélo, pour ne pas retourner dans les transports et être beaucoup dans les transports, on avait eu ce qu'on appelait les coronapistes à l'époque, qui étaient des pistes cyclables aménagées un peu à l'arrache, mais qui avaient le mérite d'être là, qui, pour le coup, dans Paris par exemple, la plupart ont été pérennisés. Donc il y a vraiment eu une accélération des travaux. Après, comme tous travaux publics, ça prend du temps, ça reste très compliqué. Il faut intégrer ça dans d'autres plannings de travaux. Ça a un impact sur la circulation, donc il faut aussi étaler les travaux dans le temps, parce que sinon on peut aussi tout emboliser. Et on sait que les Parisiens sont les premiers à gronder quand justement il y a un engorgement des travaux. Donc il faut garder espoir et être plutôt optimiste. On vient de très loin.
On a fait beaucoup d'avancées ces dernières années et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Il faut juste être un peu patient. Mais le réseau s'est quand même grandement amélioré si on regarde par rapport au début du dernier quinquennat des dernières municipales en 2020. Agnès Presberg, qu'en est-il sur l'échelon Île-de-France cette fois-ci ? Alors, sur l'échelon Île-de-France, on a rencontré les mêmes problématiques. Alors moi, je suis assez d'accord avec vous. Je verrais plutôt le verre à moitié plein. En tant que cycliste, voilà, depuis que je fais du vélo, je vois quand même une amélioration, des pistes qui s'élargissent, des pistes de très bonne qualité qui sont refaites, etc. Après, il y a effectivement des plans vélo extrêmement importants. Il y a notamment le VIF, le vélo Île-de-France, qui, les tronçons commencent à être inaugurés et qui vont permettre effectivement des pistes cyclables sur des longues distances et qui vont relier la Grande Couronne à Paris, des villes de banlieue entre elles, etc. C'est un très beau projet. Justement, on parle souvent de cette nécessaire multiplication et de cette addition de nos modes de transport. Le citoyen de demain prendra son vélo pour aller d'un point A à un point B, utilisera peut-être le RER pour aller d'un point B à un point C, puis marchera de son point C à son point D. C'est important aussi de rentrer dans cette optique-là. Je parlais de la politique de la ville de Paris qui peut être assez caricaturale sur la chasse aux voitures, par exemple, mais qui fait du piéton une priorité. Est-ce que finalement c'est aussi une bonne intelligence que de réussir à réfléchir en multimodalité nos modes de déplacement ? C'est toujours plus intelligent parce que plus on a de modes de transport à disposition, plus on est efficace et plus on a de solutions pour se déplacer à tout type de tarifs en fonction des préférences de chacun. Et sur ce qui est de la place de la voiture, on donne l'exemple à Paris. Si on prend juste d'un point de vue pragmatique, au-delà de toute dimension politique ou écologique, la place de la voiture en elle-même, la voiture prend beaucoup de place dans une ville comme Paris qui n'est pas extensible, où il y a déjà beaucoup de monde à faire cohabiter ensemble. Vous prenez la place d'une voiture dans laquelle il n'y a souvent qu'une voire deux personnes en moyenne. Vous pouvez mettre sur la même surface beaucoup plus de vélos. Donc ce n'est pas forcément bête, et beaucoup de villes le font, également des villes de droite, de réduire un peu la place de la voiture sans forcément vouloir complètement la chasser, mais pour mettre... Oui, on n'est pas obligé d'être dans une logique punitive. C'est une logique de partage. C'est une logique de partage de l'espace public. Également pour les trottoirs, il y a beaucoup d'endroits dans Paris, quand vous y alliez, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde dans le Marais, je pense, où les trottoirs font moins d'1 mètre de large. C'est pas déconnant de réfléchir à se dire est-ce qu'on peut partager mieux l'espace. François Gatineau, le mot de la fin sera pour vous. Est-ce qu'on doit continuer à s'inspirer de nos voisins européens ? Je pense notamment évidemment aux pays nordiques. Est-ce qu'on a des choses à apprendre de ce côté-là ? Je suis sûre que oui. Ah oui, c'est évident. Je vous rejoins complètement. Ils font des choses assez sans sas. Les autoroutes de vélo, notamment qu'on évoquait précédemment aux Pays-Bas, c'est vraiment étonnant. Ils ont aussi un sens du partage au niveau discipline et cohabitation des mœurs qui est vraiment très intéressant. Nous, on va très très vite, hein. Finalement, en 5 ans, on a changé plein de choses dans les villes françaises. Et tout ça, il faut que ça infuse, il faut que les gens prennent des réflexes. On a heureusement une population très jeune qui est très affûtée là-dessus, qui voyage pas mal en Europe et qui nous permet d'avoir pas mal d'exemples et de bons conseils. On devrait s'en inspirer parce que je pense qu'ils ont vu plein de choses, ils ont des bonnes idées, ils savent comment faire pour être efficaces dans la multimodalité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez utilisé un terme intéressant. La discipline, ce n'est pas toujours le cas dans nos espaces publics, notamment à Paris, en Île-de-France. Merci beaucoup Thibaut Deléaz, merci beaucoup Agnès Presberg. Et un grand merci à vous également François Gatineau d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet de la hausse de la tarification Vélib et puis des autres options qui s'offrent à vous. Par exemple, Véligo, c'est le service de la région Île-de-France. Merci encore. Et puis on passe tout de suite à l'entretien culture. Paris, ville lumière, ville de l'amour et des belles lettres, capitale de la culture et de la gastronomie, première destination touristique mondiale. Mais qu'est-ce qui fait l'âme de Paris ? Comment identifier, protéger cet art de vie, ce patrimoine culturel immatériel ? Comment célébrer ceux qui y vivent et ceux qui l'ont construite ? L'association Paris-Geneviève y travaille d'arrache-pied et met tous ses efforts en musique à l'occasion de ce festival annuel, la Fête de Paris. Ça sera les 6 et 7 septembre au programme guinguettes géantes, bal costumé, parade, village d'artisans. Et on va en parler avec nos deux invités en plateau. Teresa Durda, merci beaucoup d'être avec
avec nous. Vous êtes directrice artistique du festival et vous êtes accompagnée de Constance Payot. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes parisienne d'honneur. Alors j'allais partir sur complètement autre chose, mais on ne peut pas ne pas présenter Constance Payot et notre parisienne d'honneur. Je vais vous laisser nous raconter cette aventure qu'est celle de devenir parisienne d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être honorée par ce titre? Ah oui, honoré, c'est le bon terme, en effet. Et ben, écoutez, ça veut dire être élu par un collège d'élus de chaque arrondissement de la ville de Paris pour incarner Geneviève, la femme qui a fondé Paris, et à travers elle, l'engagement bénévole au quotidien, notamment des femmes, mais pas que, de tous les Parisiens, comme ciment de la ville et comme capacité à faire village dans une ville aussi cosmopolite et aussi grande que les Paris. Et donc c'est une élection? C'est une élection, tout à fait. Que vous avez remportée. Et pour ça, vous avez toutes nos félicitations. On est ravis de vous recevoir. J'imagine, Teresa, qu'à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions, que ça vient aussi jalonner le parcours qui vous amène jusqu'à cette fête de Paris. On évoquera évidemment votre rôle. Paris, qu'est-ce que ça vous évoque ? Paris, mais tellement de choses. J'ai l'habitude de dire, quand on a essayé de constituer la fête de Paris, c'était comme un puissant fond de richesse culturelle. Donc c'est forcément beaucoup de musique, c'est forcément l'amour avec un grand A, la lumière, Paris Ville Lumière. Des artisans, des commerçants, des institutions. En tout cas, ça fait briller vos yeux de parler de Paris. Que dire? Et ce que vous valorisez, c'est ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel de Paris. Je pense que ça mérite une petite précision pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Dans quelques semaines, on fêtera le patrimoine culturel matériel avec les Journées du patrimoine. Et nous, un petit peu en avance, patrimoine culturel immatériel, donc le PCI. Donc, ça regroupe tous les arts vivants, que ce soit la danse, le chant, la musique, mais aussi les artisans, tous les savoir-faire de Paris. Donc, vous imaginez combien il y en a et on a à présenter. Vous vous reconnaissez dans cette définition, aussi, on vient de parler beaucoup d'art, de culture. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? Ça fait partie, j'imagine, des critères de sélection de la Parisienne d'honneur? Non seulement je m'y reconnais, mais je suis très fière de l'incarner. Je n'avais pas pensé que ça pouvait m'arriver. En vrai, je pense que ce genre de choses n'arrive qu'une fois dans une vie. Après, l'accent pour l'élection de la Parisienne d'honneur était mis sur l'engagement bénévole aussi. Le but, c'est d'incarner Paris, mais d'incarner Paris sous l'angle de l'engagement, pour montrer à quel point c'est ça qui donne à une ville. Il y a le patrimoine matériel, immatériel, mais c'est le cœur qu'on met à s'engager pour la faire rayonner, j'imagine. Exactement, tout à fait. J'aimerais qu'on évoque cette édition, puisqu'on reste quand même dans l'esprit d'une grande fête de village. Alors, certains vont nous écouter, vont se dire non, Paris n'est pas un village. Si, Paris, c'est une multitude de villages, avec à chaque fois des quartiers qui vivent, qui s'animent. Comment est-ce qu'on recrée cet esprit de village ? Alors déjà, ça joue avec un emplacement. C'est une place forte. Donc ici, au sud du Jardin du Luxembourg, on aura un village d'artisans animé aussi par des artistes. Et c'est aussi un rassemblement, donc ça sera le dimanche, cette fois-ci avec la grande parade qui part du Panthéon pour contourner le Jardin du Luxembourg et arriver dans le village. Et ce moment fort entre villageois, donc ici entre Parisiens. Qu'est-ce qui va effectivement se passer dans cette fête populaire? J'ai parlé de guinguettes géantes, vous avez parlé de cette parade qui va être magnifique, de ceux qui vont se réunir pour célébrer Paris. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de s'y rendre ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? On peut vous dire que déjà sur l'événement d'ouverture qui est un bal historique fêtant, célébrant les 150 ans de l'Opéra Garnier, c'est complet, il n'y a plus de place et on est vraiment désolé. Mais on pourra, ça sera la mairie du 16e arrondissement. Mais dès le lendemain, donc le samedi, un village sera ouvert avec artisans, institutions, artistes, esplanade Gaston Monnerville, beaucoup de déambulations, programmations que je ne vais pas tout dévoiler. Il faudra garder un petit peu de mystère, vous avez raison. La guinguette le samedi soir, donc animation avec un orchestre swing, donc jazz. Le lendemain, la grande parade, 14h, rendez-vous au Panthéon. Avec véhicules de collection, garde républicaine en tête, à cheval, carrosse, 1000 figurants costumés, j'en passe. Et Constance Payot, vous y serez? J'y serai et ce sera même moi qui serai en tête de la parade avec les élus, entourée de la garde républicaine. Et derrière moi, donc, défileront des tableaux costumés, c'est ce que disait Teresa, des tableaux costumés qui retracent à peu près 1500 ans de l'histoire de Paris, que ce soit le règne de Louis IX, que ce soit la Libération, que ce soit... Voilà, pareil, je ne vais pas tout dévoiler, mais l'idée est que sur ces 2,5 km de trajet, l'histoire de Paris défile, pour donner à voir la richesse du passé et la richesse de l'avenir. Est-ce que vous serez vêtue comme aujourd'hui?
je serai vécue comme aujourd'hui. On a beaucoup de chance alors, en avant-première. Et j'aimerais justement qu'on revienne, vous avez parlé tout à l'heure de bénévolat, d'engagement pour la ville de Paris. On vous découvre dans ce costume qui est magnifique. Vous venez de nous parler de cette grande parade et de ces artisans aussi qui seront mis à l'honneur. Moi, j'ai envie qu'on regarde le sujet que nous a concocté Pierre-Henri Frotté, puisqu'il est allé à la rencontre d'une de vos bénévoles. Elle est costumière. On regarde ça ensemble. Moi, c'est Gabrielle Ponsard. Pour la fête de Paris, je suis responsable des costumes. Voilà. Et donc ici, vous êtes chez moi, dans mon salon, parce que en fait, je suis bénévole pour l'association comme tous les autres membres. Alors, les costumes que moi, je gère, ça représente environ 75 costumes. Mais on travaille aussi avec de nombreux passionnés qui viennent pour la parade. Et dans la parade, il y a plus de 1000 figurants. Et donc, ces personnes-là viennent avec leur propre tenue. Donc ça nous permet d'avoir au final quelque chose de hyper riche, quoi, et qui couvre toutes les périodes de l'histoire de Paris. Alors, des choses que j'ai faites cette année, plus spécifiquement, en fait, on célèbre les 100 ans de l'exposition universelle d'art décoratif et en même temps l'arrivée de Joséphine Baker en France. Donc cette année, on a une création de costume pour Joséphine Baker. Donc ça, c'est plutôt Clotilde. Superposition de tunique et avec ceinture en cuir, etc. Ça, ce sera Marguerite de Provence, quelque chose qui est à la fois plus ample, avec plus de plis sur le corps, mais en même temps des manches assez cintrées. L'émerveillement de se costumer, moi je l'ai toujours eu. Personnellement, ça vient de ma petite enfance, j'adorais ça, quoi. Et donc c'est vrai que pouvoir le partager avec plein d'autres gens, c'est un peu génial. Voilà, ça c'est la tenue officielle de la Parisienne d'honneur. Je suis très heureuse cette année parce que on a enfin eu le temps de faire les cuissons de Paris en broderie. Et aussi la devise de Paris, Flugtuet nek mer Gitour. Voilà, donc ça je trouve que le costume s'étoffe au fur et à mesure des années. Participer à un événement comme la fête de Paris, c'est un peu permettre de faire partager des choses qu'on aime. Moi, les costumes historiques et l'histoire de la ville de Paris, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Et je pense que ça permet aussi, peut-être, aux Parisiens de se réconcilier avec leur histoire. Elle est bénévole et ambassadrice incroyable aussi de ce festival de Paris. On sent son envie. Et elle est toute animée et toute dédiée à ce projet. 75 costumes. Elle a un courage absolument phénoménal. Et puis derrière, on sent cette passion, évidemment. Et on a l'impression qu'elle est partagée par chacun des membres de votre équipe, de ceux qui y travaillent. Vous avez parlé de ce bal qui est complet, j'ai bien compris. Mais on a quand même envie d'en savoir un peu plus. C'est à l'occasion aussi des 150 ans du Palais Garnier. Vous faites un clin d'œil qui est aussi valable pour votre marraine, Marie-Claude Pietragala. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Palais Garnier, la danse? C'est aussi un bout de l'âme de Paris. Complètement. Alors, personnellement, je suis danseuse depuis plus jeune enfance. Donc, j'étais ravie de me dire, cette année, on fête les 150 ans de l'Opéra Garnier. Et Paris, c'est la danse. C'est la danse au cœur même. Et ce n'est pas seulement la danse classique, la barre classique, mais c'est aussi la danse populaire, la danse historique, au travers de tellement de siècles. Donc, durant ce bal costumé, on aura donc une animation par carnet de bal qui nous proposera un bal 1875. Et on a beaucoup de chance, Marie-Claude Pietragala sera avec nous à ce bal pour danser avec nous. Je ne vous demande pas si vous aviez besoin de vous entraîner, Constance Maillot. Est-ce que vous maîtrisiez déjà une partie de ce qui vous sera demandé à l'occasion de ce bal? Alors, je compte beaucoup sur mon sourire pour faire le travail quand les pas ne suivront pas. On comprend ce que ça implique. Donc vous avez dû bosser et c'est tout à votre honneur. J'aimerais qu'on dise un mot de ce qui est devant vous. Oui. C'est la clé de Paris. C'est la clé de Paris, en effet. C'est la clé que je remettrai aux élus à la fin de la parade. J'ai été élue donc, par les élus de la ville de Paris pour représenter le peuple de Paris, à travers la figure de Geneviève, première parisienne, mais à travers elle aussi tout le peuple de Paris qui va défiler derrière moi. Et le symbole très fort que représente cette clé, c'est un peu le contrat social. C'est dire, voilà, le peuple de Paris vous remet à vous, élus, leur confiance pour continuer à faire rayonner l'artisanat, les talents, l'art, la musique et tout ce qui pourra continuer à faire de Paris la ville qu'elle est et la responsabilité qui va avec. Exactement, c'est ça. On imagine évidemment. J'aimerais qu'on dise un mot de ces artisans, de ces bénévoles, de tous ceux qui seront présents et puis aussi de ce patrimoine gastronomique qui m'est très cher et dont j'ai envie de parler à cette occasion.
L'Académie culinaire de France sera en effet pour la 2e année consécutive à nos côtés. On a cette chance immense. Et merci à eux, donc présents au bal Garnier le vendredi soir, mais aussi présents sur le village. Et vous aurez l'occasion de déguster de nombreux mets. Donc c'est des spécialités françaises. Exactement, tout à fait. Tous nos territoires, on a ici vraiment parisienne. On a élargi à Île-de-France. On a la ferme de Tremblay avec nous notamment. Donc des fromages d'Île-de-France. On a élargi un petit peu. Un mot sur les missions de la Parisienne d'honneur tout au long de l'année, puisque là, vous allez être évidemment mise en avant à l'occasion de cet événement, de cette fête de Paris. Vous avez cette mission, celle de dialoguer avec les élus, de leur remettre ces clés. Et après ? Alors moi, j'ai postulé pour pouvoir donner de l'importance et de la visibilité à l'engagement bénévole qui est le mien dans l'association ARP, qui est une association qui intervient dans les écoles en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Après, la Parisienne d'honneur, elle a 3 ans. Enfin, alors elle a 2000 ans parce que Geneviève est un peu plus vieille que 3 ans. Mais vous ne les faites pas, hein, les 2000 ans. Mais l'idée derrière, c'est aussi d'écrire avec moi la suite du rôle. Et une de mes envies majeures pour incarner ce rôle tout au long de l'année, jusqu'à passer ma cape à la prochaine, serait effectivement de pouvoir aller intervenir dans les écoles pour sensibiliser à... Peut-être pas à l'éducation affective, j'ai laissé ça aux professionnels de mon association, mais pour sensibiliser au fait que ce sont eux qui écriront l'histoire de demain. Et pourquoi pas y aller avec une cape qui brille, en général, ça fait son effet. Oui, vous faites un effet dingue. Vous l'avez bien choisi. Hein, elle est trop belle. Elle est trop belle. Un dernier mot sur l'art de vivre, puisque vous défendez évidemment une certaine idée de l'art de vivre, de ce qu'est d'être un Parisien, d'être quelqu'un qui est impliqué dans la vie de sa ville, de sa région, de son territoire. C'est quoi l'art de vivre à la Parisienne aujourd'hui ? Puisqu'on a beaucoup parlé d'héritage, évidemment, quand on pense à notre patrimoine culturel immatériel, on pense à ce qui nous précède. C'est quoi aujourd'hui cet art de vivre pour vous, Teresa ? Pour moi, déjà, c'est une certaine curiosité. Je pense que dans Paris, où on a tellement d'offres, tellement de choses à voir, c'est avoir le courage de dire je vais aller dans un autre quartier, voir dans une autre époque, dans notre village, voir qui se faisait, qu'est-ce qui se fait. Donc il y a cette curiosité et je pense quand même il y a ce partage. Il y a cette idée de partage, de le partager ensemble, de partager à ses groupes d'amis, d'emmener avec soi, voilà, pour diffuser. Donc se retrouver, il y a aussi cette notion de convivialité qui fait évidemment partie de la fête de Paris et derrière qui continuera à infuser. C'est quoi votre objectif avec ce festival, la fête de Paris en tant que telle ? Alors il n'est pas quantitatif. Vous voyez, l'année dernière, on a eu 30 000 visiteurs. On était ravis, surpris, étonnés. Certainement, cette année, ça va être plus de 50 000. Je dirais vraiment l'ordre, tant mieux si on attire, mais ça ne va pas être quantitatif. C'est vraiment de faire en sorte que les Parisiens se rencontrent et se disent « Ah, dis donc, on ne se serait jamais rencontrés parce que moi, j'habite dans le 19e, toi dans le 5e ou autre. » C'est improbable. C'est ce qui risque de se passer ce week-end. C'est ce qu'on souhaite vraiment de tout cœur. Ça, c'est la réussite de la fête de Paris. Et on imagine les enfants qui vont être émerveillés par cette parade, par ces costumes, par tous ces artisans à qui vont pouvoir aller poser des questions. C'est aussi évidemment un moment de partage intergénérationnel très intéressant. Il ressemble à quoi le Paris en fête que vous aimez toutes les deux ? Puisque là on parle de Paris, de son patrimoine, de ses arts, de sa culture. La fête à Paris, pour vous c'est quoi ? Pour moi c'est un Paris uni, un Paris fier d'être parisien. Un Paris qui se donne la chance de ne pas profiter de ses rues pour uniquement comme un espace d'expression et de révolte, mais comme un espace aussi de joie et de fête. C'est joliment dit. Et pour vous, Teresa ? Moi, je le vois lumineux, vraiment Paris Ville Lumière. En fait, je la vois très lumineuse, je la vois dansante, je la vois. J'ai vraiment les images. Vous avez le portrait devant les yeux et quand vous fermez les yeux, c'est très clair pour exactement. Vous. C'est le plus important. Et on aura le plaisir de vous retrouver et de retrouver votre engagement, évidemment. On rappelle qu'il y a énormément de bénévoles qui sont mobilisés à l'occasion de la fête de Paris. C'est les 6 et 7 septembre. Si le bal costumé est complet, ce n'est pas le cas des autres activités. Alors évidemment, on vous y attend nombreux. Un grand merci à toutes les deux d'être venues nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Le Covid a durablement transformé notre lien au travail et à l'entreprise. Les espaces qui accueillaient les salariés ont dû se réinventer et certains ont eu la finesse d'y voir une opportunité pour proposer des lieux différents, des lieux d'exception qui favorisent les échanges mais aussi la productivité. On va en parler avec Jordan Chiche. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Patchwork. Tout à fait. Alors, le coworking, c'est devenu un terme
On a l'impression que ça a toujours fait partie de nos vies. C'est pas tout à fait vrai. En France, ça s'est beaucoup démocratisé avec la période post-Covid. Exactement. Concrètement, aujourd'hui, il fait partie de notre relation presque au travail. Mais concrètement, ça veut dire quoi, coworker ? Coworker, ça veut dire plusieurs choses. Alors, c'est un terme un peu fourre-tout. D'accord. Et aujourd'hui, ça veut dire surtout, en fait, installer ses bureaux dans un espace partagé, où on croise plusieurs entreprises et pas seulement donc son siège social, mais le siège social d'autres entreprises. Pour favoriser les échanges ? Au départ, c'était l'idée, c'était un lieu communautaire. Aujourd'hui, c'est un vrai mode de consommation et on va dire plutôt une forme de contrat même, qui change du bail classique. Donc c'est aujourd'hui plutôt le fait de déléguer finalement la gestion de son espace de travail à un spécialiste. Et c'est ce que fait Patchwork d'ailleurs à Paris. Spécifiquement. Alors, du côté des auto-entrepreneurs, on comprend évidemment l'intérêt de se retrouver, de ne pas être tout seul chez soi ou dans un bureau qui est un peu vide, de pouvoir échanger, dialoguer, se stimuler aussi. Pour les salariés, qu'est-ce que ça change, les salariés des grands groupes, par exemple ? Alors, pour les salariés des grands groupes, c'est très simple. Donc, vous avez parlé du télétravail et post-Covid. Donc, le fait de revenir au travail après le Covid, ça n'a pas été une démarche facile. Et donc, remobiliser les troupes après cette période, ça a dû nécessiter pour beaucoup d'entreprises le fait de revoir et de repenser complètement l'espace de travail. Et souvent de faire appel à des spécialistes, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on repense complètement le mode de travail, le fonctionnement des espaces de travail. Mais vous l'avez voulu haut de gamme. Exactement. Quand je dis haut de gamme, je le dis avec tout ce que ça peut englober. On est dans des espaces de travail qui sont très luxueux et tout est pensé pour être très luxe. Qu'est-ce que ça change et pourquoi ? Le luxe au travail, c'est pas forcément le luxe dans le retail ou dans la mode, etc. Le luxe au travail, c'est surtout l'amélioration des conditions de travail et vivre une expérience au travail, c'est-à-dire ne pas seulement venir pour le côté fonctionnel des bureaux, mais pour collaborer avec ses équipes, faire du sport, avoir accès à des lieux qui sont plus beaux que chez soi, évidemment, pour justement sortir du télétravail et justifier un retour au bureau. Alors justement, moi j'avais une question sur le lien entre ce qui est beau et la productivité. Ça peut ne pas être tout à fait évident pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que si je travaille dans un endroit que j'aime, que je trouve beau, dans lequel je me sens bien, est-ce que je vais nécessairement être plus productive ? L'intuition, c'est toujours l'intuition, c'est de répondre oui, parce qu'en fait, lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on est dans un environnement où on respire le bien-être, on va avoir tendance, je pense, à avoir plus de facilité à se concentrer, plus de facilité à échanger avec ses collaborateurs. Et donc, j'ai envie de dire oui. Nous, notre rôle en tant qu'opérateur, c'est plutôt de créer ces conditions. Après, on ne se substitue pas à nos entreprises, c'est elles qui créent et qui ont aussi leur identité et leur mode de travail. Oui, avec la marque employeur, est-ce qu'elle peut derrière générer ? On l'imagine, nous, on est évidemment. plus promoteurs de leur marque employeur en mettant tous nos moyens. Des fois, vous leur dites qu'ils partent complètement à côté ? Vous ne comprenez pas les salariés, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. On a tendance à les conseiller et à orienter leur choix. Maintenant, on a quand même des clients de renom qui ont des marques employeurs très fortes, avec des modèles éprouvés. Simplement, on va leur fournir les moyens d'aller beaucoup plus loin dans le bien-être des salariés. Et concrètement, ça donne quoi pour ceux qui nous écoutent ? Parce que moi, je suis assez convaincue, mais j'ai envie de comprendre, de toucher du doigt la réalité de ce que c'est. En termes de parcours client, quand on arrive au travail, on ne rentre pas dans son bureau déjà. Ça, c'est génial. Passe par des lobbies, on passe par des espaces collaboratifs, par des espaces extérieurs, on peut aller au fitness, on peut prendre sa douche, on peut faire plein de choses avant même de rentrer dans son bureau, dans son espace privatif. Et une fois qu'on est rentré dans son espace privatif, là on est entre guillemets au sein de l'entreprise et on est concentré sur son travail et on en ressort entre midi et 2 pour même rester un peu plus tard pour vivre un moment dans un espace extérieur ou participer à une soirée, etc. Le fameux after work. Exactement, voilà. Est-ce que vous avez travaillé avec des spécialistes ? Je pense à des ingénieurs, des ergonomes, des gens dont le métier est de penser à ce que, je ne sais pas, par exemple, la table soit pile poil à la bonne hauteur pour que ça soit parfaitement agréable pour le dos. On connaît le risque. Et c'est là-dessus qu'on est sur un concept haut de gamme, c'est que nous, on fait appel aux mêmes spécialistes qu'on retrouve dans l'hôtellerie ou dans le retail. Des gens qui vont étudier la lumière, étudier le choix des matériaux, le choix des tissus, la hauteur des tables, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, chez Patchwork, chaque salarié utilise une table qui monte et qui descend électriquement. Vous avez des gens qui travaillent debout ? On a beaucoup de gens qui travaillent debout. On a même des gens qui ont des tapis de course sous leur bureau. Donc, voilà.
C'est un peu le travail du futur. Hein. C'est le travail du futur ou c'est surtout, je pense, le travail qui permet de fidéliser des talents. Alors justement, contre la fuite des talents, on sait qu'aujourd'hui, et on le dit, on le répète, les gens auront plusieurs métiers, plusieurs vies dans une vie, plusieurs vies professionnelles dans une vie. Est-ce que l'idée, c'est aussi de se dire, si je suis suffisamment attractif, que j'offre à mes salariés un cadre de travail qui est agréable, ils vont rester un peu plus longtemps? Nous, c'est une des raisons majeures qui pousse nos clients à faire appel à nos services, à savoir créer les conditions d'un environnement de travail qui va favoriser le fait que le lieu soit fréquenté déjà par les salariés actuels, mais surtout que les salariés puissent, entre guillemets, vivre une expérience et qui va les fidéliser à cette entreprise et aux valeurs de cette entreprise. Ce que je trouve génial, c'est que vous avez dit, est-ce que les salariés vont avoir envie de venir comme si on avait le choix? Puisque oui, le pouvoir s'est un peu inversé. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quand même les salariés qui ont une bonne partie du pouvoir entre leurs mains et qui peuvent tordre le cou à leur employeur sur un certain nombre de notions. Du coup, c'est devenu un argument pour recruter, en fait, le fait de donner plus ou moins de jours de télétravail par semaine à un collaborateur. C'est toujours vrai? C'est toujours vrai. Et aujourd'hui, justement, les employeurs, ils se battent plus pour que l'initiative de venir au bureau, elle soit drivée par le collaborateur. Et pas que ce soit une obligation. Et je pense que c'est le bon modèle. C'est là que la mission est réussie. Exactement. Je voulais vous poser une question sur ces propositions originales. Le bar à céréales, le cours de yoga proposé de 8 à 9, un peu en mode team building, le baby-foot dans l'entrée, l'accueil des animaux de compagnie. Est-ce qu'il y a un peu de bullshit aussi dans certaines de ces propositions? Ou est-ce que globalement, c'est une bonne idée dès lors que ça améliore le bien-être des salariés? Parce que ça reste un lieu où on travaille. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il faut, je pense, le juste milieu et le bon dosage d'activités autour du travail. Donc, pas de tireuse à bière? Alors, c'est le choix de Patchwork de ne pas en avoir. D'autres confrères en ont mis. Mais je pense que les entreprises françaises et globalement les employeurs sont quand même à la recherche d'une ambiance assez studieuse, finalement. Ça n'a pas tellement changé. En revanche, c'est français? Je pense que c'est français. Disons que les tireuses à bière, c'était plus le côté un peu Silicon Valley ou start-up. Aujourd'hui, nous, en France, on est quand même un peu plus traditionnel. Mais il n'empêche que les employeurs français et internationaux, d'ailleurs, reviennent vers plus de services. Pas forcément le baby-foot et la tireuse à bière, mais quand même beaucoup plus de services pour leurs salariés. Et des services un peu plus haut de gamme peut-être aussi, qui viennent aider dans le quotidien. Exactement. Vous parliez du sport tout à l'heure. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, on a plusieurs formules sportives chez Patchwork. Donc on a des salles de fitness plutôt bien équipées. On a des cours de sport, vous l'avez dit aussi, ça peut être du yoga, du pilates, etc. Et on a aussi beaucoup d'entreprises de taille plus petite qui nous délèguent la gestion de la vie au travail, autour du travail du moins. Et donc, on va organiser des cours spécifiques ou des services spécifiques pour telle ou telle entreprise. Oui, on peut être mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Tout à fait, voilà. À chaque fois, chaque entreprise a des besoins différents. Et évidemment, vous avez raison de préciser qu'il y a des entreprises de taille plus modestes qui peuvent avoir des besoins similaires. On parlait tout à l'heure des enjeux d'attractivité. Moi, j'ai envie de parler des enjeux d'intégration. Quand on intègre une entreprise, on est un nouveau salarié et on arrive dans une société qui a souscrit au service Patchwork et donc qui est dans cet environnement qu'on peut ne pas connaître, qui peut nous être on peut être un peu intimidé au début. Est-ce que ça peut compliquer le processus d'intégration Alors non, je pense pas du tout. Alors d'abord, nous, lorsqu'on a plusieurs typologies de clients, lorsqu'on discute avec un grand groupe, c'est en général un processus d'intégration qui est très rodé. Très rodé, hein. Et donc du coup, nous, on intervient seulement comme un prestataire bureau. D'accord. Lorsqu'on travaille avec une plus petite entreprise qui justement a moins de process sur ce sujet, le fait d'avoir des services, d'avoir un espace de travail qui ressemble à celui d'un grand groupe, que peut s'offrir un grand groupe du moins, ça va justement favoriser l'intégration des salariés dans le sens où le dirigeant d'une petite société, il a peut-être moins le temps de gérer lui-même la vie au bureau, etc. Et donc c'est quelque chose qui nous est délégué, alors sans être intrusif évidemment. Mais je pense que non, l'intégration des salariés, elle est favorisée dans un environnement de type coworking ou flex office. Est-ce que votre mission, c'est d'améliorer la désirabilité de nos lieux de travail? On parle souvent dans cette émission de la désirabilité de nos villes. Alors Paris, pour les travailleurs, c'est une ville très désirable en soi. Donc nous, on ne fait qu'augmenter le niveau d'expérience.
Aujourd'hui, on a de toute façon un mouvement qui est assez naturel, qui est un retour vers le centre de Paris. On veut consommer du bureau mieux, quitte à avoir moins de mètres carrés, ou quitte à faire tourner les équipes dans ces mètres carrés. Et c'est là qu'on est partenaire de ce mouvement. Mais clairement, oui, la désirabilité du lieu de travail, c'est un sujet post-Covid. Et c'est vrai qu'on participe au fait de le rendre plus attractif. Merci beaucoup Jordan Chiche d'être venu nous parler de patchwork et des conséquences évidemment sur nos modes de travail, sur les lieux dans lesquels on évolue durant notre carrière professionnelle. Un grand merci d'avoir été sur le plateau de Bienvenue Avec en grand Ile-de-France. plaisir. Et merci. moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34. Merci beaucoup. Top.